Mon antidépresseur, c'était eux. Ce qui me permettait d'aller bien, c'était eux. C'était tous ceux qui venaient me voir, tous ceux qui venaient me voir pour me faire rire, tous ceux qui venaient me voir pour se moquer de moi. C'est eux qui m'ont permis d'aller mieux. Hello tout le monde! Salut la famille! Yo! Bienvenue sur le podcast C'est comment? C'est comment? Qu'est-ce que c'est? C'est ton podcast tous les dimanches à 18h pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. On évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Je sais qu'il y en a plein d'autres, je connais pas les noms. Acast, Podcast, Cassicast, on est partout, ok? Donc allez nous écouter, streamer à fond. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast, donc abonnez-vous, donnez-nous de la force, ça nous fait hyper plaisir et ça nous donne envie de continuer, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, pour notre nouvel épisode, on accueille un nouvel invité, Jonathan. C'est moi. Salut! Salut. Ça va? Ça va très bien et toi? Pas trop stressé? Non, ça va. Allez, Bah, ils sont jamais stressés en fait. nous non Ils plus. sont jamais stressés. Si. Ouais, c'est toi. Si, moi, oui. Moi, je suis stressée. T'es pas du tout stressé? Non, moi ça va. Ok. Pourquoi? Je devrais? Non. Oh, quoique. On est bienveillant Tu chez C'est sais comment. pas à quelle sauce on va te manger. Alors, pour ce tout nouvel épisode, on va parler d'un sujet qui est, j'avoue, lourd, qui fait partie, c'est ton histoire, ça t'appartient. On avait vraiment envie d'en parler parce que c'était important pour nous de parler de ce sujet-là et je sais que ça fait complètement partie de toi, de Joe, en fait, tout simplement. Et donc, c'était très important. Comme vous le savez, chers auditeurs, chers téléspectateurs, comme d'habitude, je fais un petit récapitulatif des faits afin que vous puissiez comprendre le contexte des questions que l'on va poser à notre invité et dont il n'est pas au courant. Alors, à l'âge de 18 ans, tu es engagé dans l'armée. Lors d'une permission, tu te rends... oui, une permission, on dit comme ça. Hein, tu te rends chez ta maman, chez qui tu vis. Et là, à ce moment-là, t'es posé, tu joues à la play tranquillement. Et t'as une première sensation de ta jambe qui te lâche. Tu te lèves, tu tombes. Ton corps te lâche, clairement. Et là, tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tu appelles ta maman, tu lui demandes de t'amener à l'hôpital. On t'emmène à l'hôpital, on te fait passer un scanner. Et là, on t'annonce que tu as une tumeur cérébrale très importante, d'une très grande taille, si je peux dire comme ça. Donc, j'imagine une nouvelle très compliquée pour toi à encaisser. Tu vas devoir avoir tout un processus médical, une opération dans un premier temps pour enlever la plus grande partie en fait de la tumeur. Donc, tu subis une opération. Il reste des résidus de cette tumeur et tu dois donc l'enlever grâce à de la radiothérapie, de la chimiothérapie. C'est ce que tu vas faire. Ça va entraîner des conséquences, des séquelles sur ton corps. La perte des cheveux. Beau gosse. T'es beau gosse quand même. Mais pas que. Il y a aussi l'infertilité. On en parlera peut-être dans un second temps. Voilà, donc il y a tout plein de séquelles en fait qui se cumulent par rapport à tout ce que tu vis. Et en fait, à partir du moment où tu tombes et entre, je dirais, la fin de ce processus médical que tu vis, il se passe quand même 2 ans. 2 ans où tu es à l'hôpital ou dans des centres paramédicaux, médicaux, je peux dire comme ça. Et donc, c'est une période très, très longue. Je sais que tu es épaulée notamment par une femme à ce moment-là qui est dans ta vie. Et donc, on lui fera un gros big up pour le soutien qu'elle t'a apporté. Et voilà, tout ce processus, il dure 2 ans. On t'annonce aussi que pendant 10 ans, tu as la probabilité que la tumeur revienne, tout simplement. Là, il s'est passé 13 ans. La tumeur n'est pas revenue. Tout va bien. T'es happy dans ta vie. Et donc, on va parler de ça. Et le sujet aujourd'hui, c'est comment de vaincre une tumeur. À toi l'honneur. Alors, c'est comment de vaincre une tumeur? C'est long.
très long, très compliqué, avec un soutien mental et physique qu'il faut avoir parce que c'est très important, surtout sur le soutien mental, parce que le physique, on peut le vaincre grâce au mental. Donc forcément. Et comme j'ai dit, c'est un long parcours, semé d'embûches, de plein de choses. Mais à la fin, on arrive sur un moment où, une fois que c'est passé, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Tu laisses ça derrière toi. Et on n'oublie pas, ça nous crée une nouvelle personnalité, forcément. Il y a le caractère qui change, il y a le physique qui change, plein de choses, la vision de voir la vie qui change. Donc, on avance et puis on sourit à la vie. Moi, quand j'ai appris que tu avais réussi à vaincre ta tumeur, bah déjà, j'ai été très impressionné. Donc, je te le redis encore une fois, franchement, bravo. C'est hyper touchant ton histoire. Je trouve que les gens qui arrivent à vaincre, tu sais, des cancers, des tumeurs, c'est toujours des parcours de vie, moi, qui m'impressionnent vachement. Et la première question qui m'est venue à l'idée, c'est comment toi, tu as fait pour vaincre la tumeur? Ma question, elle est simple, mais en fait, c'est ça. Comment tu as fait pour vaincre la tumeur? Comment j'ai fait? En fait, moi, j'ai rien fait. Ça a été ma famille qui ont décidé de, lorsqu'ils devaient me passer me voir à l'hôpital, ne pas en parler. Donc moi, dans mon ressenti, quand ils venaient me voir, c'est je suis tombé, je vais me relever. J'ai su que j'avais une tumeur peut-être 3 mois après m'être fait opérer. 3 mois après m'être fait opérer, là j'ai commencé à me poser des questions, à me demander qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi j'ai une opération, pourquoi je suis à moitié paralysé. Mais ma famille, mes amis, lorsqu'ils venaient me voir, à aucun moment on parlait de ma maladie ou autre. Parce que dans ma tête, j'étais pas malade. À aucun moment, lorsque mes amis, ma famille venaient me voir, on parlait de maladie, on parlait de choses graves. Donc pour moi, c'était je suis tombé, je me suis fait opérer, je vais me relever et ça va repartir comme si jamais c'était arrivé. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'ailleurs que j'ai oublié de mentionner dans les faits, c'est que ta tumeur était tellement importante qu'elle avait créé une hémorragie dans ton cerveau qui, elle, a créé en fait une paralysie de ton côté, du côté gauche de ton corps, que l'on nomme médicalement parlant une hémiplégie, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Et donc ça c'est aussi l'une des séquelles qu'il te reste encore aujourd'hui, parce que du coup, par exemple, tu boites, enfin, tu as encore des séquelles au niveau de ta jambe. Mais comme tu le dis, en tout cas, ta famille, à aucun moment, ils t'ont fait sentir que ce que tu vivais était grave. Et c'est là où tu soulignes justement l'importance du soutien mental plus que le soutien physique. Oui, voilà, c'est ça. Le fait de ne pas savoir qu'on est malade, ben, automatiquement, notre corps, notre cerveau réagit en fonction. Comme je l'ai dit, au bout de 3 mois, peut-être 3 mois ou plus, j'ai commencé à me poser des questions, me dire oui, bon, c'est quand même, je me suis fait quand même opérer du cerveau, j'ai la moitié de mon corps qui fonctionne plus. Donc c'est pas rien. Il serait temps de se demander qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être important en fait. Oui, mais pas oublier que je sortais de l'armée. À l'armée, on pose le cerveau, on nous dit va tout droit, c'est tout droit. C'est comme ça. Et donc je sortais de l'armée, j'avais encore le cerveau imbibé de tout ce que j'ai appris là-bas, de ma manière de vivre là-bas, de ma manière de penser là-bas, qui a fait que t'es pas malade, ok, je suis pas malade. Ça s'arrêtait là, je cherchais pas à aller plus loin, j'allais pas chercher sur Google, sur autre. T'es pas malade, je ne suis pas malade. Et c'était comme ça. Donc après, oui, il y a eu les conséquences. Hein. J'ai eu hémiplégie gauche, c'est-à-dire que toute la partie au niveau de mon cou jusqu'à mes pieds, de mon cou jusqu'à mes pieds, paralysé, plus rien qui bougeait. J'ai gardé les sensations, j'ai tout gardé, sensations ou autres. C'est juste les mouvements, en fait, la connexion entre mon cerveau et mon corps qui ne fonctionnait plus. D'accord. Et du coup, j'ai quand même une question, parce que tu dis que ça a mis du temps avant que donc, tu réalises vraiment ce qui t'était arrivé, etc. Est-ce qu'au moment où tu réalises donc que tu as eu une tumeur, que c'est grave, hein, quand même, faut mettre les termes, je pense, sur ce qui t'est arrivé, c'est quand même très grave ce qui t'est arrivé, est-ce que tu n'as pas un sentiment un peu d'injustice de te dire pourquoi ça m'arrive à moi, entre guillemets, pas aux autres, ou à l'inverse, de se dire en fait ça n'arrive pas qu'aux autres?
Est-ce que tu as eu un peu ce mindset à ce moment-là ouais, je dirais ce sentiment d'injustice aussi pardon, de se dire pourquoi ça m'arrive à moi ou tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Ça m'est pas... J'y ai pas pensé sur le moment, mais ça m'est arrivé des années plus tard. C'est-à-dire que sur le moment, il fallait que je me concentre sur une chose, me relever. Me relever, sortir des hôpitaux, sortir de tout ce schéma médical qui te fait passer d'une chambre à l'autre toutes les semaines. Donc j'étais concentré sur ça. Et des années plus tard, une fois que justement j'ai pu rentrer chez moi, j'ai pu reprendre une vie normale, là j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi moi? Je vais dire, j'ai broyé un peu du noir à des moments, mais très courts, des moments vraiment très courts. Mais oui, cette question, elle passe par la tête forcément. Il n'y a pas de réponse, parce que la seule réponse, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut que tout le monde précaution. Lorsque moindre petit symptôme, on sait qu'on est tous solides, on se pense tous bien costauds. Un conseil pour tout le monde, si vous avez un petit symptôme, peu importe, c'est jamais anodin, allez consulter. Si c'est rien, c'est bien. Mais voilà, au moins vous l'aurez fait. Ouais, parce que toi, ça t'est tombé vraiment sur le coin de la figure et les médecins te l'ont dit que si tu n'étais pas tombé, si tu n'étais pas venu les voir, tu serais mort. On t'aurait pas en face de nous aujourd'hui. Exactement, parce que moi, j'ai une tumeur au cerveau qui a grossi sans me donner aucun symptôme. Pas de migraine, pas de mal de tête, pas de migraine, pas de nausée, pas d'étourdissement, rien. Donc si la tumeur n'avait pas saigné et n'avait pas causé justement cette hémiplégie, à aucun moment j'aurais pu savoir que j'avais une tumeur. Et jusqu'au moment où elle aurait atteint une taille trop importante pour pouvoir être opérée et j'en serais mort. Mais tu es là. Mais je suis là. Revenu d'entre les morts, c'est notre Jon Snow. Pour ses meilleures aventures. Avec vous. Avec nous, oui, bien sûr, je sais merci comment. beaucoup. D'ailleurs, on est très honorés de t'avoir avec nous et que tu nous partages cette histoire. Et j'avais une question. Quelle philosophie on développe quand on vit quelque chose d'aussi traumatisant? Je ne l'ai pas vécu comme un traumatisme. En fait, comme je vous ai dit au début, c'est avant de comprendre que j'étais malade, il y a eu toute l'étape où j'étais concentré sur c'est rien. Ma famille, mes amis me disaient rien. Donc je n'étais pas malade. Et donc la philosophie que je peux avoir par rapport à tout ça, que j'ai développée par rapport à tout ça, c'est en fait, faut pas se prendre la tête. Vivre, très important. C'est-à-dire que peu importe les conditions, peu importe ce qu'il y a autour, faut toujours se dire, je peux avancer, je peux me relever. Et c'est ça qui permet de vivre heureux. Les futilités de la vie quotidienne, maintenant je laisse ça derrière moi et je me dis, bon, aujourd'hui c'est pas bon, demain ça sera bon. Ce que j'ai connu me permet de me dire, c'est bon, là t'es tranquille, te prends pas la tête pour ça, t'as connu pire. Donc au final, connaître la mort permet de mieux vivre. La côtoyer. Comment tu conçois la suite pour les prochaines années? Comment tu te vois dans 10, 20 ans? Quelle vie t'aspires à mener quand on passe à côté d'un événement aussi grave que ça? Quand on en ressort, comment on voit la suite des événements? La suite des événements, quand j'en suis sorti, toute ma vie a changé. Parce que j'étais à l'armée, forcément, je ressors handicapé physique. Donc, armée, on est radié directement. J'ai été radié de l'armée. Sorti d'armée, pas de projet professionnel parce que je suis handicapé. Donc, ça a été très très long. J'ai dû mentir aux intérims parce qu'il fallait que je bosse. J'ai dû mentir aux intérims en disant que je m'étais juste blessé. Je laissais mes béquilles dans ma voiture. Je mentais aux intérims pour dire ouais, je me suis juste blessé, mais je peux faire le boulot. Sauf que arrivé sur le chantier, ils ont bien vu que c'était pas juste une blessure. Lui, il nous a menti. C'est ça. On a essayé, mais c'est pas passé. Mais du coup, j'ai avancé comme je pouvais. J'ai fait plein de petites magouilles comme ça pour pouvoir travailler. Jusqu'au jour où j'ai passé un entretien pour un boulot que je ne connaissais pas du tout. C'était chargé clientèle.
Et ça m'a permis de me relancer. Et après, quand on veut avancer, peu importe les conditions physiques ou mentales, si tu as vraiment envie, tu peux. Donc là, 10 ans après, aujourd'hui, je me sens bien. J'ai travaillé dans un boulot que je voulais faire, qui à la base m'était pas permis, mais qui à la base m'était pas accessible. Parce qu'il fallait que je retourne à l'école. À 18 ans, quand tu es allé à l'armée, tu retournes pas à l'école. Donc j'ai fait éducateur spécialisé dans la protection de l'enfance. Je le suis toujours. En parallèle, agent de sécurité. Donc 10 ans après, je suis bien. Tout roule. Tout roule. Et c'est bien pour toi, franchement. Bah ouais, c'est propre. Est-ce que tu as cette mentalité un petit peu de je vis au jour le jour? Non. Ah non. Non, j'ai pas cette mentalité-là. Parce qu'en fait, je pense que cette mentalité-là, tu l'as quand tu es jeune. Aujourd'hui, cette année, je vais sur mes 33 ans. Je peux pas me dire je vis au jour le jour. On crée des projets, on se prend pas la tête. C'est-à-dire qu'en gros, tous les jours, je vais pas me prendre la tête. Je vais pas vouloir m'embêter avec des futilités de la vie quotidienne. Même si il y a forcément des moments où on se sent moins bien, on s'énerve. Mais après, une fois qu'on est posé, une fois que je suis posé, là, je me dis, je vais pas me prendre la tête. Je continue à avancer, j'ai des projets, je veux faire ça. Donc en gros, je vais rien laisser me déstabiliser. Mais par contre, non, on vit pas au jour le jour. 33 ans, on y va quand même tranquille. Faut on faire est attention. un adulte, ça y est. Ouais, c'est ça. Ça y est. J'ai mis du temps. Hein. C'est pas, je vis pas au jour le jour. Je fais quand même des projets, mais je me prends pas la tête avec les petits détails. C'est ça. Parce qu'il y a pire. C'est ça? Exactement. Je comprends. Alors, j'ai envie de revenir sur un aspect du coup de ton histoire que j'ai évoqué tout à l'heure quand j'énumérais les faits. C'était que pendant ces 2 ans-là, tu étais accompagnée d'une personne, d'ailleurs, dont on a fait un big up, qui était donc ta petite amie. Ma question, c'est est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur de la perdre par rapport au fait justement que tu étais malade, que tu étais constamment à l'hôpital et que tu peux pas forcément, je dirais, lui offrir la vie d'un jeune de 20 ans. Tu vois, on sort pas. Donc, est-ce que tu as eu peur à un moment de la perdre à cause de la situation dans laquelle tu étais à ce moment-là? J'ai pas eu peur de la perdre. C'est qu'au moment où je suis tombé malade et que j'ai fini à l'hôpital, mon premier réflexe, c'est de lui avoir dit « oublie-moi ». En gros, oui, je me suis fait opérer d'une tumeur cérébrale. J'étais à moitié paralysé. On venait à peine de se connaître. Ça faisait peut-être 1 mois qu'on se connaissait. Mais non. Qu'on se fréquentait. Et je lui ai dit, premier réflexe, le message que je lui ai envoyé, c'est « oublie-moi, continue, fais ta vie. Et si on doit se revoir, on se reverra plus tard. » Pourquoi? Je pourrais pas vous dire aujourd'hui pourquoi j'ai fait ça. Honnêtement, elle m'a pas du tout écouté. Pas du tout. Et elle a bien fait. Elle m'a pas du tout écouté. Elle a été présente tous les jours. Incroyable. Tous les jours, elle est venue me voir à l'hôpital. Elle était encore à l'école. Elle était en études de je ne sais plus quoi. C'était il y a longtemps. Donc, tous les jours, elle passait me voir. Tous les jours. Donc ça aussi, ça permet, comme je vous ai dit au tout début, le mental, ça aide beaucoup. Donc elle a fait partie de ma famille. Elle est figée dans mon cœur et dans ma tête. Parce que toutes les personnes qui ont pu être présentes à cette période-là, c'est des personnes que jamais j'oublierai. Et dont elle, même si ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas revu, je lui ai toujours dit le plus grand des respects pour elle. Elle a été présente tous les jours pour moi. C'est une reconnaissance éternelle en fait, parce que sans ces gens-là, t'aurais jamais pu t'en sortir. C'est une reconnaissance, ouais. Même dans l'au-delà, je serai encore Ça reconnaissant. bouge pas. Incroyable. C'est incroyable, je savais pas, tu n'avais pas forcément précisé pendant le pré-entretien que ça faisait que 1 mois que vous étiez en relation. Et du coup, je trouve ça hyper touchant parce que c'est vrai qu'elle aurait pu, et je pense que c'est légitime, on aurait pu le comprendre aussi si elle avait fait le choix de mettre un terme à votre relation, enfin sans jugement, mais je pense que c'est aussi entendable, même si c'est difficile.
Et finalement, elle a quand même fait le choix de rester avec toi et je trouve ça super beau. Ça donne J'adore. beaucoup d'espoir et c'est hyper impressionnant. Parce que parfois, on a tendance à penser que l'humanité est trop mauvaise, que les gens s'entraident pas. Et quand on entend des histoires comme toi, de se dire la fille, elle est restée, incroyable. Moi, je trouve ça magnifique. Ouais. Vraiment. Puis je pense qu'ils ont ce que tu nous disais notamment en pré-entretien, c'est que ta famille a beaucoup souffert de cette situation. Ta famille, tes proches ont beaucoup souffert de cette situation, presque plus que toi, en fait. Oui. Et donc, je pense qu'elle a dû aussi prendre sur elle. Donc, c'est très, très beau. J'adore. On lui fait un gros big up. On lui envoie beaucoup de love depuis ses comment. Vraiment. Toujours. Alors, moi, j'avoue, j'ai une petite question. Là, je casse le délire un peu sentimental. Vous me connaissez bien, ou là. pas? Oh là là. Le petit jab. J'en ai marre. Moi, il y a une question que je me suis posée. Vas-y. J'avoue, toi aussi un peu. J'avoue un peu. Avoue. C'est que quand on est 2 ans à l'hôpital, Oui. tu sais, des fois, voilà, tu vois, on est 2 ans à l'hôpital, ta relation, tu peux pas la faire, voilà. Bon, je pose la question, comment on gère sa libido? En fait, pendant ces 2 ans-là, il y a une grande partie, je pense pendant 1 an, vu que j'étais à moitié encore paralysé, on n'y pense pas. C'est-à-dire que le cerveau doit, je pense, inhiber, je sais pas si on dit ça comme ça, ce ressenti, enfin ce besoin où on n'y pense vraiment pas. À aucun moment, ça m'est traversé l'esprit de me dire oh, peut-être que... Non. Donc, j'y ai pas pensé du tout. Pendant 1 an. Après, j'avais une petite amie à cette époque-là. Donc, quand on a pu un peu rebouger, parce qu'il faut savoir que j'ai récupéré le bras assez rapidement. Et ouais, une bonne partie de mon corps, j'ai récupéré rapidement. Mais pouvoir me mettre debout, ça a été un peu plus compliqué, un peu plus long. Mais une fois que j'ai pu me déplacer et récupérer un peu de force, on s'en est bien servi. Bah, j'attendais pas plus comme réponse, hein. Non, mais voilà, en gros, de ce que tu dis, c'est que la première année, en fait, tu penses même pas en réalité. Alors après, moi, je t'avoue, je me suis posé la question parce que c'est aussi un sentiment, enfin, ça fait partie de nos besoins primaires. Donc, je me suis posé la question et que bah, j'ai jamais été confrontée à une maladie aussi grave. Donc, je sais pas trop comment on réagit. Donc, je pense que c'était un petit peu légitime aussi de ma part de te poser la question de savoir bah, comment est-ce qu'on fait. Et puis finalement, après, tout roule. C'est comme le vélo. Ça s'oublie pas. Non, mais c'est vrai, franchement. Let's go, c'est ça. Quand tu peux, tu le fais. Hein. Et ouais, ça, je vous confirme. Je veux pas savoir. Non, j'ai pas envie de te le dire, de toute façon. Laisse-moi en dehors de ça. Ouais. Bon, je crois que t'as des questions, toi. Ah, moi, j'ai des questions. Ouais. Je crois que c'est plutôt toi qui as une question. Hein. Ah bon? Ah, je sais pas. Non. C'est moi qui ai une question? Oui, c'est toi qui as une Et question. moi, j'ai toujours des questions de toute façon. De toute façon. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as peur de la mort après ce qui t'est arrivé? Est-ce que cette peur, elle disparaît une fois qu'on ressort de ça? La peur, elle disparaît. Mais en fait, c'est pas qu'elle disparaît. On garde la peur, c'est juste qu'on la gère différemment. Ça a pu être évoqué pendant 10 ans. On vous dit que oui, vous êtes en rémission. Mais être en rémission, c'est pas être guéri. C'est-à-dire que pendant 10 ans, j'avais l'épée de Damoclès de me dire peut-être que demain, ça revient. Peut-être que demain, ça revient. Une fois qu'on a compris que même après 10 ans, on reste quand même sujet à développer des tumeurs, développer des cellules cancéreuses, on l'accepte. On l'accepte et on ne laisse plus cette peur dicter un peu le train de vie. Donc, la peur, elle reste, parce que je pense même inconsciemment, tout le monde a peur de mourir. Mais je vis avec et je sais ce qu'il en est. Maintenant, je connais, je sais ce qu'il en est. Demain, si je vais faire un IRM, je le souhaite pas, hein, je me le souhaite pas. Parce qu'après tout ça, c'est bon, j'ai plus envie. Si demain on me dit, ben là, c'est revenu, ben je savais que ça pouvait le faire, ça pouvait être le cas, que ça pouvait revenir. Il y a un Donc, je serais processus, pas surpris. il y a de l'acceptation qui se met en place finalement. C'est ça. De se dire, ok, j'ai conscience que la mort, elle est là, j'ai pas envie qu'elle revienne, mais si elle revient, on fera avec. Exact. On prend de plus en plus conscience que ça fait partie de la vie finalement, que ça fait partie du game. On ne vit pas si à la fin il n'y a pas de mort. Punchline.
Et c'est réel, et je suis grave d'accord. On vit pas si à la fin, il n'y a pas de mort. C'est ça. Est-ce que le regard de tes proches, il a changé avec le temps quand tu as eu ta maladie? Est-ce que tu as senti des moqueries? Est-ce que tu as senti qu'on se comportait plus avec toi comme d'habitude? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il y a eu même de la discrimination par rapport à ton handicap? Bah, non. J'ai une famille, on est tous des moqueurs. Donc ça vanne. Donc ouais, déjà de base. Mes amis, pareil. Donc même quand j'étais alité, à moitié paralysé, je m'attendais pas à ce qu'ils viennent me voir pour me dire « Oh, faut que ça va mieux, ça ?» Non, je savais très bien ce qui m'attendait. Ça va te lancer un chocolat, attrape-le. Voilà. On est obligé de penser du coup à... Pas de bras, pas de chocolat. Voilà. C'est ça, c'était On est exactement ça. obligé de penser à Intouchable, du coup. Du coup, moi, la première chose que je voulais réussir à faire quand je bougeais les mains, c'était de lever le 3e doigt. C'était mon but. Mais vraiment, je m'entraînais tous les jours dans mon lit à me dire, quand vous allez revenir, c'est le 3e qui va se lever. Et voilà, en fait, on va dire, c'était pas de la moquerie positive, c'était en fait une manière d'être avec moi comme ils ont toujours été. Ils ont juste pas changé. Ils sont restés eux-mêmes. Donc ils se sont comportés avec moi comme ils se comportaient déjà avant que ça m'arrive. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et comme tu disais, c'est ce qui a fait ta force aussi dans cette épreuve de, entre guillemets, pas prendre cette maladie au sérieux. Parce qu'on sait que dans des familles, ça aurait pu être oh, c'est le drame, c'est la fin, comment on va faire. Et toi, j'ai l'impression que tout le monde autour de toi l'a pris avec légèreté. Et c'est ça qui en a fait une vraie force. Comme tu dis, t'en avais presque pas conscience. Et c'est ça qui fait que, en fait, on arrive à se battre encore mieux. Tout le monde autour de moi ne l'a pas pris avec légèreté. Quand ils venaient me voir, ils faisaient paraître. En fait, ils étaient dans le paraître. C'est-à-dire que quand ils venaient me voir, ils se concertaient devant la porte. À l'intérieur, pas de pleurs. On n'en parle pas. Quand on le voit, si on rigole, on s'amuse. Histoire de moi, que je puisse aller mieux. Donc, je sais que eux, de leur côté, une fois qu'ils passaient le pas de la porte... Là, ça devait être compliqué. Là, c'était très, très dur. Notamment pour ma mère. Parce que j'ai toujours eu un lien très fort avec ma mère. Et elle aussi, qui venait me voir tous les jours à l'hôpital. Donc oui, eux, ils étaient tous avec moi dans le paraître. Même s'ils souffraient pour moi, quand ils venaient me voir, c'était faut qu'on soit comme on a été avec lui avant. Donc... on garde la vibe d'avant, on change rien, mais tu leur en veux pas parce que tu sais que c'était pour ton bien aussi. Et que ça m'a aidé. Ouais, vachement. Et que ça m'a aidé. Et je pense que c'est même grâce à ça que j'ai pu, un truc tout bête, pas prendre d'antidépresseur. C'est des trucs bêtes, hein, mais quand on me faisait prendre des médicaments, je ne savais pas ce que je prenais. Je regardais, au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder. Je me dis, dépression. Oula. Moi, ça va. Pourquoi je prends ça? Du coup, voilà, voilà, mon médicament, c'était eux. Mon antidépresseur, c'était eux. Ce qui me permettait d'aller bien, c'était eux. C'était tous ceux qui venaient me voir, tous ceux qui venaient me voir pour me faire rire, tous ceux qui venaient me voir pour se moquer de moi. C'est eux qui m'ont permis d'aller mieux. Le meilleur remède, c'est l'amour, la famille, les proches. C'est ça, en fait. C'est ça. On se passe du reste, c'est OK. Exact. Est-ce que quand tu as appris que tu allais peut-être mourir, est-ce que tu as eu des regrets? Est-ce que tu t'es dit, oh, ça se trouve, je vais mourir, mais j'ai pas fait ça, ça, ça. Moi, je dis tout le temps à Cassie, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de mourir en n'ayant pas fait ce que je veux faire. Et moi, si demain on m'annonce que je vais mourir, je suis pas prêt, je serai en mode non les gars, c'est pas bon. J'ai une liste comme ça de trucs à faire, déjà ce podcast notamment, et je serai carrément pas prêt là pour mourir tout de suite. Est-ce que toi, à ce moment-là, quand on te dit que tu vas peut-être mourir, tu te dis oh, il y a une liste que j'ai pas encore faite et là il y a des regrets qui t'envahissent? Non. Au début, quand ça m'est arrivé, je ne savais pas que j'avais une tumeur. J'avais même pas posé la question. J'avais rien demandé. Je m'étais juste dit, je suis tombé. Je me suis fait opérer. C'est un truc bidon et je vais me relever et je vais repartir dans mon régiment et continuer ma vie comme si de rien n'était. Mais vraiment, je pensais que ça allait vraiment se dérouler comme ça. T'étais dans un trip total, en fait. C'est ça, dans le déni. En vrai, j'étais dans le déni. Et je pense que c'est le déni qui m'a permis aussi d'avancer et de m'en sortir. Mais c'est marrant parce que tous les livres de développement personnel, tous les forums sur Internet, même les invités qu'on a déjà eu dans l'émission nous disent toujours, quand vous avez un problème, prenez-en conscience, vous allez avancer encore plus. Ouais. Et toi, tu es le premier invité, en tout cas, tu es l'une des rares personnes même que je rencontre dans ma vie qui dit,
Ouais, bah, dans le déni, en fait, ouais, c'est pas mal. En fait, pas calculer les problèmes, les mettre sous le tapis, tu sais, ça le fait, ça marche aussi. Ça a très bien marché. Je suis là. C'est vrai. Ça a très bien marché, je suis encore C'est là. incroyable. Donc je me suis dit, je me suis fait opérer, j'ai pas posé la question de quoi. Ok. Incroyable. Dans ma tête, c'était, bon là je suis paralysé, mais avant que ça m'arrive, je marchais, je courais, je pouvais grimper, je pouvais faire ce que je voulais. Donc forcément, si je le faisais avant, je pourrais le refaire après. C'est ça ma mentalité. Bon, je peux plus courir. Hein. Il y a quelques petits paramètres qui ont changé, mais globalement, t'es en forme. Hein. Je suis debout, je fais tout ce que j'ai besoin de faire. Je trouve ça quand même, excuse-moi, mais je trouve ça quand même incroyable le temps que tu as mis à chaque fois pour te rendre compte, ok, donc là je me suis fait opérer, ok, donc là en fait on me donne du Xanax pour la dépression, ok, genre les anti quoi. Non. Big up. L'eau à la détente, les Antilles, incroyable. On représente. Doucement quoi. Moi je trouve ça incroyable parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui iraient, comme tu dis, sur Google chercher qu'est-ce qu'ils ont eu, etc., etc. Là où toi, comme il a dit Adrien, tu mets les trucs sous le tapis, on s'en occupe après. On s'en occupe, ça va aller. Alors que moi, je serais allé sur Google. En plus, sur Google, tu sais, t'as un rhume, vous allez mourir demain. Voilà, c'est tout, c'est simple. Donc, du coup, la boîte de Xanax, je l'aurais prise. Ah bah là, tu t'en aurais prise plusieurs. Mais oui, non. On laisse tout de côté. Tu tombes, en fait, étape par étape. Ça a été étape par étape. Je me suis fait opérer. Ok, faut que j'arrive à réouvrir les yeux. Oh, ça a été rapide, hein, quelques heures. Quand même. Ouais, parce qu'en fait, vu que j'étais opéré au niveau de la boîte crânienne, au réveil, j'avais les yeux fermés et j'ai mis peut-être une demi-journée à pouvoir réouvrir les yeux. Donc déjà, étape par étape, j'ouvre les yeux, je vois ce qui se passe autour de moi. Après, je prends conscience que j'ai la moitié de mon corps qui fonctionne plus. Et par la suite, une fois que j'ai récupéré ça, je vais me dire là, on va commencer à me traiter pour telle ou telle chose. Et là, je vais commencer à me dire, ah, peut-être que je suis malade. Mais avant ça, je faisais vraiment étape par étape. C'est même pas que j'étais lent. C'est que je prenais le temps en fait, d'accepter chaque étape de ce qui m'est arrivé. Ta force, en fait, c'était de pas surconscientiser. C'est ça. C'est dingue, surtout dans notre époque où tout le monde surconscientise tout. Surtout toi. Ouais, tu me regardes là. J'avoue. Au moindre truc que Cassie elle vit, c'est genre, oh, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et on fait gonfler un problème qui de base n'en est pas un. Et on fait. Ouais. Oui. Tu devrais prendre exemple. Oui, c'est vrai. Oui, j'avoue. Voilà, step by step, Bon. on avance et ça le fait. Je vais bientôt poser la dernière question. C'est comment? Est-ce que tu avais une dernière chose à ajouter? Toi, la overthinking girl. Alors, j'avoue que je devrais prendre exemple sur ce que tu dis aujourd'hui. Après, je pense que c'est aussi parce que tu as vécu ça que tu as pu développer aussi cette mentalité, en tout cas encore plus. Peut-être que tu l'avais déjà avant, mais en tout cas encore plus. Bien sûr que c'est un exemple. Après, je pense qu'on est tous différents, qu'on deal chacun de manière différente avec ses émotions, avec ce qui nous arrive, etc. Mais je suis d'accord que tu es un exemple. Et moi, j'ai toujours, depuis le premier jour où tu m'as parlé de ton histoire, j'ai toujours été très admirative, justement. Et ça m'a marqué le fait que tu m'aies toujours dit... Mais je me rendais même pas compte que j'étais malade. Et t'es là, en fait, aujourd'hui. Donc, voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette façon de penser. C'est pas forcément la mienne, c'est pas forcément celle que j'adopterais, je pense, s'il m'arrivait quelque chose demain. Mais je reconnais que, grâce à ça, t'es là. Exact. Et pour ça, merci. Merci à vous. Et c'est parfait. On va attaquer avec la dernière question. On est bien, on est sur une bonne ligne. Et je sais comment on fait step by step. Donc, nous arrivons au dernier step, les amis. Je vais te poser la question, c'est comment, qui est. Demain, je te mets au Stade de France devant 80 000 personnes. Ok, t'as un public. Je te mets dans ce stade à... Non, je te mets pas au Stade de France. Cassie, on a marre du Stade de France. Ouais, c'est bon. Il m'a saoulé à chaque fois, il sort le Stade de France, Ouais. Stade de France. On va te mettre dans un autre stade. On va te faire voyager un peu. On va t'emmener à Rio de Janeiro. On va t'emmener au Brésil. Au Maracanã.
Voilà, donc t'es au Maracana, les gens ils dansent, ils sont là, mais ils font la fête, mais ils ont envie de savoir ce que Joe va leur dire. Il est 23h59, ok? Tu as 1 minute, à minuit pile tu meurs. Désolé, je sais que t'as esquivé la mort, mais là, pour cette question, la mort elle est en mode Joe, c'est mort, à minuit c'est terminé pour toi, ok? T'as 1 minute et tu dois dire à ton public ce que j'ai retenu de la vie, c'est ça. Qu'est-ce que toi tu retiendrais? Quelle est ta philosophie? Quelle est, on va dire, la morale que tu as tirée de toutes ces années passées sur Terre? Alors, ça va être très, très court, je pense. Donc, je m'adresserai à tout le monde. Et, Tu peux les regarder. je m'adresserai à tout le monde et je leur dirai aimez-vous avant, justement, d'attendre que les autres vous aiment. Apportez-vous tout ce que vous pouvez avoir. Faites tout ce que vous pouvez faire pour vous et votre bonheur. Et vous verrez que par la suite, en étant heureux, tous ceux qui seront autour de vous seront heureux aussi. Sinon, vivez heureux, aimez-vous, aimons-nous. Et puis, je pense qu'à partir de là, tout ira mieux. Et puis aimer ses comment aussi. Aimer ses comment, c'est pas mal. Oui, on les aime déjà. Voilà. On fait pas d'efforts pour ça. Il y a que du love, à chaque fois c'est que du love. J'adore. J'adore. Tu veux pas danser avec nous un peu? Ouais, moyen. Ah. Que ça vanne. Ok, aimez-vous, aimons-nous, du love, de l'amour, et la mort. Toutes les langues que vous voulez. En roue libre. Elle est en roue libre, je vous le dis. En roue libre. Vous savez quoi, comme d'habitude, j'ai faim. Et on va manger des crêpes. Voilà. On espère que cet épisode vous a plu. On revient la semaine prochaine à 18h avec un nouvel invité. Un nouveau sujet, mais attends, tu veux conclure comme ça, mais on leur dit qu'aussi on est présent sur les réseaux sociaux. On leur rappelle, c'est important. Tu leur rappelles. Je vous rappelle, vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cet épisode, et on vous en remercie. Merci, on vous le dira jamais assez. On voit vos retours, vos commentaires, et ça nous donne vraiment beaucoup de force. Voilà, donc continuez à nous follow, à mettre des commentaires, des likes, des j'aime, partagez à la machine à café avec vos collègues, vous parlez de C'est Comment. Et si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un petit mail à c'estcommentlepodcast@gmail.com. Ce sera un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. J'ai pas de mots à rajouter. Moi, ce que je vous dis, c'est que on vous salue et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Beijinhos. Ciao.